Culture et mouvement de pensée. La culture et l'environnement chez les Autochtones. Les Autochtones font preuve d'un grand respect pour l'environnement dans lequel ils évoluent. La raison principale est qu'ils en tirent 100% de ce qu'ils ont besoin pour leur survie. Le territoire occupé par les Autochtones influence directement la culture matérielle et les modes de vie des différentes familles linguistiques. Les composantes de la culture matérielle sont les vêtements, l'habitation, les moyens de transport et les outils. Par exemple, le canot d'écorce des Algonquiens sera fabriqué à partir d'arbres qui se trouvent dans leur environnement immédiat. Autre exemple, chez les Inuits, on avait trouvé que, pour se protéger les yeux de l'éblouissement provoqué par le reflet du soleil sur la neige, si l'on pratiquait de minces entailles dans un os évidé, on pouvait se fabriquer l'équivalent de nos lunettes soleil. Voilà un exemple d'adaptation à la réalité du milieu habité. Le respect pour l'environnement s'exprime de diverses façons. Soulignons les cérémonies entourant les changements de saison, la sélection d'un totem animalier dont les caractéristiques attribuées sont censées représenter un clan, les tatouages qui servent à communiquer son identité aux autres, son rang social, ou simplement impressionner l'ennemi en temps de guerre. La conception du monde des Autochtones s'articule autour du cercle de vie. Il marque l'interdépendance des éléments animés et inanimés de la nature. Cette interdépendance signifie donc que lorsqu'une des parties du cercle est affectée par quelque chose, les conséquences se font sentir sur les autres parties du tout. Les exemples d'événements pouvant affecter le cercle de vie sont multiples et peuvent être lourds de conséquences si on ne prend pas garde. Chez une population qui dépend exclusivement de son environnement pour assurer sa survie, on peut aisément comprendre que les individus chargés de trouver et fournir la nourriture peuvent avoir un statut particulier au sein du groupe. Chez les nomades, les chasseurs-cueilleurs sont des individus très importants. Du côté des sédentaires, ce sont les femmes qui s'occupent de l'agriculture. C'est pourquoi les Iroquois ont une organisation sociale matrilinéaire. Les rapports sociaux dans les sociétés autochtones. Chez les Autochtones, les rapports qu'entretiennent les individus entre eux sont basés sur un ensemble de valeurs jugées importantes. Tous les groupes humains sont hiérarchisés. Que ce soit des sociétés patrilinéaires ou matrilinéaires, les sociétés autochtones doivent à un moment ou un autre se choisir un chef. Ce choix est toujours basé sur les valeurs que cette société trouve plus importantes. Les caractéristiques qui suivent sont communes à toutes les familles linguistiques. D'abord, l'éloquence est une qualité très recherchée chez un chef autochtone. Puisque les décisions sont prises par consensus, c'est-à-dire d'un accord unanime sans passer au vote, car ce vote ne manquerait pas de diviser le conseil, le chef est celui qui sera en mesure de mieux faire valoir le point de vue du conseil devant le reste du groupe afin de les convaincre. L'éloquence et l'influence vont de pair, puisqu'un chef influent mais ne sachant pas s'exprimer ne pourra servir son groupe convenablement et risque d'être rapidement contesté. Chez les nomades, le chef sera un chasseur habile. Il sera un exemple pour les autres membres du groupe qui s'inspireront de lui afin de nourrir leur famille. Chez tous les Autochtones, un chef doit aussi être un guerrier redoutable. Il en va de la survie du groupe. Finalement, le chef doit être en mesure de faire preuve de générosité et de réciprocité. En fait, le chef d'un groupe autochtone est celui qui doit le plus démontrer sa générosité. Pour les Autochtones, le partage peut faire la différence entre la vie et la mort d'un ou plusieurs individus. Par le partage, le chef redistribue la richesse dans sa collectivité. Tout part du principe qu'un groupe est aussi fort que le plus faible de ses membres. En partageant la nourriture, ou les peaux par exemple, on s'assure que l'ensemble du groupe, et non pas seuls quelques individus, pourra survivre à l'hiver et ainsi continuer de grandir. Peu importe la quantité, les Inuits partagent toujours la nourriture parmi tous les membres du groupe. Chez les Iroquois, la construction d'une maison longue est l'œuvre d'un village entier. La réciprocité est l'autre élément important des rapports sociaux chez les Autochtones. Dans les rapports avec les autres groupes, il y a toujours des dons. Un don est accompagné d'un contre-don, ce qui est primordial afin d'entretenir des relations cordiales entre les groupes. Le contre-don supprime l'apparence de profiter de la générosité de l'hôte. Une manifestation de ce principe est le festin qu'un hôte organise pour ses invités. Un repas est offert aux invités qui, en retour, offriront eux aussi quelque chose. Il n'y a pas que des biens matériels qui peuvent s'échanger. Un festin compte aussi des chants et des danses, accompagnés par un rythme joué au tambour, et des discours, qui
qui sont en fait des joutes oratoires entre les convives. La spiritualité autochtone s'articule autour de l'animisme. L'animisme, c'est lorsque l'on attribue une âme à chaque élément naturel, animé ou inanimé. Cette âme est immortelle. Elle continue donc à avoir une influence sur les vivants au-delà de son existence sur Terre. C'est ce qui explique l'importance des rituels qui sont pratiqués avant la chasse. Au cours de ceux-ci, on demande aux esprits des animaux de convaincre les proies de se laisser prendre par le chasseur. Au cours de ceux-ci, on demande aux esprits des animaux de convaincre les proies de se laisser prendre. Selon ces croyances, l'animal qui a été abattu s'est donc laissé prendre pour permettre aux hommes de survivre. C'est pourquoi le chasseur remercie l'animal de s'être laissé abattre. En le remerciant pour son sacrifice, le chasseur s'assure la bienveillance des esprits. On peut aisément déceler que cette façon de procéder, cet éternel recommencement, entre dans le cercle de vie. Les Autochtones croient également aux mauvais esprits. Ils ont ainsi élaboré des rituels pour se prémunir des effets négatifs que l'intervention de ces esprits pourrait avoir dans leur vie. Chez les Autochtones, une personne est attitrée à tout ce qui touche la spiritualité. Il s'agit du chaman. C'est lui qui a la capacité d'entrer en communication avec les esprits, notamment au moyen de la fumée du tabac, d'interpréter les rêves, de présider aux cérémonies et rituels entourant la chasse, les récoltes, les changements de saison. C'est aussi le chaman qui, grâce à ses connaissances des plantes, assume le rôle de guérisseur. Finalement, le dernier élément important de la culture autochtone concerne le rôle attribué aux aînés. Contrairement à notre société actuelle, les Autochtones de l'an 1500 accordaient une grande importance aux aînés. Ceux-ci sont considérés à être de bons conseils et servent de courroie de transmission des valeurs, de la culture et des traditions au sein de la famille et du groupe. L'éloquence que l'on trouve si importante chez les chefs est aussi appréciée chez les aînés, puisque les Autochtones basent leur enseignement sur l'oralité. Ils n'ont pas de système d'écriture.